Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, 9h35, nous sommes jeudi. Le jeudi, vous le savez, nous recevons 2 députés ou 2 sénateurs pour parler politique, pour regarder l'actualité, discuter de l'actualité. Et ce matin, nous avons avec nous Marc Ferracci, qui est député Renaissance des Français établis hors de France, Liechtenstein et Suisse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jordan Guiton, qui est député RN de l'Aube. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, 2 sujets majeurs. Alors, il y a d'autres sujets qui font polémique, mais je vais évoquer 2 sujets majeurs. D'abord, l'Ukraine, la Russie. Il y a eu ce vote à l'Assemblée, ce vote sur l'accord passé avec l'Ukraine au Sénat. Et maintenant, il y a ce soir le président de la République qui est sur TF1 et France 2 et qui va accorder un entretien à nos confrères au sujet des relations entre Paris et Kiev et aussi sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, Marc Ferracci, qu'attendez-vous du président de la République ce soir ? Il va clarifier à nouveau ce qu'est la position de la France sur le soutien à l'Ukraine. Vous avez vu qu'il y a eu un vote à l'Assemblée et au Sénat qui, de manière extrêmement majoritaire, a confirmé que la représentation nationale était en soutien militaire et sécuritaire de l'Ukraine. C'est un élément très important. Alors, certains groupes d'opposition, en particulier le Rassemblement national, n'ont pas apporté ce soutien, ont décidé de s'abstenir. On va en parler. D'autres ont même voté contre. D'autres ont même voté contre, vous avez raison, la France insoumise. Je pense que c'est très important de rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée, qui a des répercussions chez nous, depuis déjà près de 2 ans, puisque vous le savez, l'agression russe envers l'Ukraine a provoqué un certain nombre de conséquences qui ont impacté le quotidien des Français de manière extrêmement sensible. Conséquences sur les prix de l'énergie, conséquences sur les prix alimentaires. Et de ce point de vue, je pense que un des messages que le président va probablement passer de nouveau ce soir, c'est que soutenir l'Ukraine, c'est aussi une question très importante pour nous, pour les Français et pour leur bien-être. Ça, c'est l'élément de langage que vous avez maintenant, c'est-à-dire que soutenir l'Ukraine, empêcher la victoire de la Russie, c'est bon économiquement pour le pays. Bien sûr. Je veux dire par là, je veux dire que si Poutine gagne en Ukraine, c'est une catastrophe économique. Je vous donne un exemple très concret. Oui. L'Ukraine représente 30% des exportations mondiales de blé. Oui. Si Poutine met la main sur 30% des exportations mondiales de blé, il aura la capacité d'agir sur les cours du blé, donc d'agir sur les cours d'un grand nombre de matières premières alimentaires. Qui sont fixés à Chicago, je le rappelle. Oui, mais vous savez, à un moment, quand vous jouez sur le marché, vous avez toute capacité à agir sur les prix. Et donc ça, c'est une conséquence très concrète qui aurait un impact sur la vie de nos concitoyens. Je pense qu'il faut avoir conscience de ce genre de conséquences et conscience aussi qu'au-delà de l'Ukraine, il y a un certain nombre de pays qui font partie de l'Union européenne, je pense en particulier aux Pays-Bas, je pense en particulier à la Pologne, et qui vont se trouver dans une situation très difficile si la Russie réussit... Met la main sur le grenier ukrainien. En tout état de cause. Voilà, et je vous donne aussi un autre exemple. Quand vous voyez que Vladimir Poutine lance un mandat d'arrêt contre la première ministre estonienne, c'est-à-dire contre la première ministre d'un État souverain qui appartient à l'Union européenne, on voit bien qu'il n'a pas de limite en réalité. Et c'est au fond, ce que le président de la République va probablement dire ce soir, c'est ce que nous avons souhaité également dire en tant que parlementaires en adoptant cet accord de soutien à l'Ukraine, c'est qu'il faut poser des limites, très claires, et il faut montrer que le soutien à l'Ukraine ne s'arrêtera pas demain. Jordan Guiton. Mais nous, depuis le premier jour au Rassemblement national, on s'oppose évidemment à l'envahissement de la Russie en Ukraine. Évidemment, nous l'avons condamné dès le premier jour avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le problème, c'est qu'on a un président de la République... l'envahissement de la Crimée par Poutine. Écoutez, c'était plus compliqué, le contexte géopolitique, mais même les macronistes... C'était en 2014, il y a 10 ans. Même les macronistes, d'ailleurs, n'avaient pas condamné cet envahissement en Crimée. Les macronistes n'existaient pas en 2014, monsieur. Arrêtez de raconter des bêtises. En 2014, vous avez reçu Vladimir Poutine. Le parti d'Emmanuel Macron n'existait pas en 2014. Je vous ai écouté. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous ai écouté. Vous avez reçu Vladimir Poutine à Versailles. Vous avez reçu Vladimir Poutine à Brégançon, alors qu'il avait déjà, si je reprends vos mots, envahi la Crimée. Donc ça ne vous posait pas non plus de problème à l'époque de dialoguer avec Vladimir Poutine. Sur la forme, on parle du vote de mardi. Le vote de mardi, qu'est-ce qui s'est passé?
On a un président de la République qui inquiète les Français. Moi, je suis sur le terrain chaque semaine. Les Français sont très inquiets par les propos va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron, qui est en plus isolé sur la scène européenne. Quel autre propos devrait-il tenir ? On a voulu tenir un vote de limite pour mettre des limites à Emmanuel Macron, qui dit qu'il n'a pas de limite. Car le vote de mardi n'était pas un vote sur le soutien à l'Ukraine. La majorité, tout le monde à l'Assemblée nationale soutient l'Ukraine. La question n'est pas là. Évidemment, tout le monde condamne ce que fait Vladimir Poutine depuis 2 ans. La question, c'est de savoir qu'est-ce que la France va proposer. Est-ce que vraiment nos enfants vont devoir aller faire la guerre en Ukraine ? C'est ce que nous disent chaque matin les Français sur le terrain. Ils ont été très inquiets. Mais ce qu'on propose très concrètement, d'abord, est-ce que le gouvernement a fait, est-ce que Marine Le Pen, en prenant un peu de hauteur dans ce débat mardi à l'Assemblée nationale, a dit il faudrait, pour soutenir financièrement l'Ukraine, geler les avoirs russes et les redonner aux Ukrainiens. Ça permettrait de ne pas faire payer aux Français un soutien direct à l'Ukraine, et ça, pour le moment, le gouvernement refuse de le faire. Mais excusez-moi de vous dire aussi que le petit jeu, utiliser un conflit régional comme celui ukrainien pour faire de la politique politicienne en France, c'est très dangereux, et c'est ce que font les macronistes depuis la semaine dernière. Ah oui, bah ça c'est votre avis. Moi je voudrais dire simplement une chose, c'est que l'accord sur lequel nous nous sommes prononcés en tant que députés ne comporte absolument rien sur l'envoi de troupes. Donc arrêtez de dire que vous avez voté contre cet envoi de troupes. On n'a pas voté contre, on s'est abstenu. Que vous êtes abstenu sur l'envoi de troupes, ça ne faisait pas partie de cet accord. Donc ça c'est une première inexactitude. Ensuite, moi j'ai envie de vous poser une question. Le Rassemblement national veut complètement exclure l'envoi de troupes, y compris de troupes non combattantes, parce que je veux quand même rappeler que le président de la République a évoqué ce sujet. On soutient le soutien humanitaire, il n'y a aucun problème. On exclut ça. Vous excluez le principe, même à très long terme, d'une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. Vous excluez, pardonnez-moi, un soutien militaire à travers des livraisons d'armes qui soient constants, et ça... Défensives, on veut bien livrer des armes défensives, pas offensives. Vous me donnerez la différence entre des armes défensives et offensives, à un moment ou à un autre, à part la défense solaire. À un moment, on livre des armes César. Est-ce qu'il faut livrer des Césars ou pas ? Mais les Césars, si ça permettent à l'Ukraine de se défendre, on peut en livrer. Mais on ne livre pas d'armes offensives. Mais attendez, il n'y a pas de différence. Quand vous envoyez des missiles, les missiles longue portée qui pourraient permettre à... ou pas ? La question, c'est concret. Les missiles Scalp, doit-on les livrer ou pas ? Moi, je ne vais pas répondre sur les armes à un moment donné. Je ne suis pas un spécialiste de la défense. Je vais vous répondre. Je suis parlementaire. J'écoute ce que me disent les Françaises et les Français. Moi, je pense qu'il faut absolument réunir une conférence pour la paix. C'est ce que demande Marine Le Pen depuis le début de ce conflit. Une conférence sur la paix. Avec les acteurs. L'Ukraine, les acteurs russes et tous les acteurs internationaux. Parce que la Russie, elle n'est pas isolée sur la scène internationale. Il y a les acteurs chinois, il y a les acteurs indiens qui soutiennent. Puisque vous parlez de paix, je voudrais simplement, et là c'est bien pour tous les deux, je voudrais rappeler simplement les dernières déclarations de M. Vladimir Poutine. Décembre 2023, c'est pas vieux. Il y aura une paix, donc c'est une réponse à tous ceux qui demandent la paix, quand nous atteindrons nos objectifs, c'est-à-dire dénazification, démilitarisation, statut de neutralité pour l'Ukraine. Voilà ce que veut Vladimir Poutine. Ensuite, il y aura la paix. Il ajoute, la Russie est le seul gagnant de la souveraineté et le seul garant de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils veulent négocier, mais nous ne le ferons que sur la base de nos intérêts. Donc ça, c'est la paix selon Vladimir Poutine. Et il a ajouté avant-hier, il serait ridicule que nous entamions des négociations de paix avec l'Ukraine simplement parce qu'elle est à court de munitions. Donc vous demandez la paix. Je vous dis simplement, est-il envisageable aujourd'hui d'ouvrir des négociations de paix avec qui ? Mais en fait, c'est un rapport de force, Monsieur Bourdin. Et justement, un rapport de force, donner la possibilité à l'l'Ukraine de poser un rapport de force. Permettez-leur d'avoir des armes, permettez-leur d'avoir des armes. Mais on n'a jamais été opposé à ce qu'on transmette des armes défensives à l'Ukraine. Vous parlez de rapport de force, et vous déniez à l'Ukraine la capacité à se défendre. Vous vous êtes abstenu sur ce vote qui portait justement sur la capacité de l'Ukraine à se défendre. En réalité, vous donnez les clés du camion à Poutine en disant... On n'a jamais donné les clés du camion à Poutine. Arrêtez avec ce procès. Un tant soit peu informé, sait que pour commencer une négociation, il faut commencer par établir un rapport de force militaire sur le terrain. L'enjeu du vote d'hier, c'était justement d'établir ce rapport de force. Vous avez décidé de ne pas donner la possibilité à l'Ukraine de se défendre en vous abstenant. Eh bien écoutez, vous êtes parfaitement incohérent et en réalité vous êtes à la remorque des intérêts de la Russie et de Poutine depuis bien longtemps. Nous n'avons jamais défendu les intérêts de la Russie, vous le savez très bien. C'est juste que vous jouez sur cette instrumentalisation et c'est très facile de le démontrer. Moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que vous avez cité M. Poutine, moi je vais vous citer M. Zelensky. M. Zelensky, il dit non, je suis pas d'accord avec le président de la République, on n'a pas besoin de... La France envoie de troupes au sol françaises. En fait,
même M. Zelensky est plus raisonnable que le président de la République française. C'est ça le plus intéressant. Et Emmanuel Macron n'a jamais dit on va envoyer des troupes au sol. Il n'a pas dit je suis prêt à aller jusque-là. Il n'a pas dit qu'il ne se posait pas de limite. D'accord. Il a dit il n'y a pas de consensus. Non, il a dit il n'y a pas de consensus sur l'envoi de troupes au sol. Bien sûr, mais chacun l'interprète comme il le veut. En tout cas, les Français, eux, sont très inquiets sur le terrain. C'est ça que je voulais vous faire parvenir aujourd'hui. Les Français, tout le monde est très inquiet. Oui, ça, vous avez raison. Évidemment. C'est vrai, Marc Ferracci. Bien sûr, tout le monde est très inquiet devant la situation, évidemment. Et la faute à qui ? À un moment ou à un autre, il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Il y a un agresseur et un agressé. Bien sûr. L'agresseur, c'est Poutine. Il faut lui poser des limites. Et quand vous évoquez les troupes au sol, il faut quand même reprendre le fil de cette déclaration. L'idée, c'est de montrer que nous n'excluons pas d'option. Et dans un rapport de force, il faut savoir rester dans ce qu'on appelle cette ambiguïté stratégique, c'est-à-dire ne pas exclure d'option. Vous le voyez bien, Poutine pose lui-même des limites, pose lui-même des jalons. Tous nos alliés européens ont dit l'inverse de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est isolé sur la scène européenne et internationale. C'est ça qui... Même les États-Unis ne soutiennent pas. C'est ça le problème. Pardonnez-moi, je termine. J'attire votre attention sur un élément. Les pays qui sont les plus directement concernés par la Russie, c'est-à-dire les pays frontaliers. Un jour, Jordan Bardella a dit que l'Union européenne n'avait pas de frontière avec la Russie. Il a commis une petite erreur quand même. Il y a les pays baltes, il y a l'enclave de Kaliningrad. Vous en rêvez la nuit, non, Jordan Bardella, non, parce qu'en ce moment, ça, c'est un élément très important, mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a certains pays qui ont soutenu cette position du président Macron, et ce sont des pays de l'Union européenne. Ce sont des pays qui sont les plus directement concernés par une potentielle agression de la Russie. Évidemment. Et donc, il faut aussi les entendre, ces pays-là, et se mettre dans une posture de solidarité vis-à-vis d'eux. Bien, il est 9h46, on va passer à autre chose, à un autre sujet, juste après la pub. On va parler des finances publiques, qui sont dans un état aujourd'hui qui n'est pas fameux. Et vous allez comprendre, elles sont en train de se dégrader. Alors, quelle solution ? Nos deux députés sont là pour avancer des solutions et pour dialoguer sur le sujet. 9h46, Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est moins 10, 10h-10, Marc Ferracci, député Renaissance des Français établis hors de France, Liechtenstein, Suisse, est avec nous. Jordan Guitton, qui est député RN de l'Aube, est aussi avec nous. Parlons des finances publiques. La Cour des comptes juge, et son président, Pierre Moscovici, juge la situation préoccupante et sérieuse sur les finances publiques. Il évoque des déficits élevés, une dette publique qui a augmenté de 800 milliards d'euros depuis 2018 et une situation générale sous tension. Pays très endetté, avec des finances publiques qui sont moins bonnes que prévues. Marc Ferracci, il va falloir faire des économies. Oui. Il va falloir faire des économies, mais il ne faut pas perdre de vue la stratégie qui nous permettra à terme de redresser nos finances publiques. C'est une stratégie qui consiste à créer des emplois. Moi, vous savez, je suis économie, j'ai beaucoup travaillé sur l'économie du travail. Oui. Je pense que le potentiel pour réduire la dette et les déficits, il est beaucoup plus dans la création d'emplois que dans la réduction des dépenses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire les dépenses, et on va le faire. Il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas couper dans des dépenses qui sont utiles, qui sont efficaces, qui créent de l'activité ou des emplois. Moi, je suis pour être très précautionneux là-dessus. J'ai d'ailleurs fait un rapport l'année dernière avec un de mes collègues parlementaires pour dire que certaines exonérations de charges pour les pour les entreprises n'étaient pas efficaces, et on a fait des propositions qui se sont traduites dans les textes budgétaires pour supprimer certaines de ces dépenses. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, mais il faut garder cette stratégie. On a un taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des gens qui travaillent, qui est de 68%. C'est le plus haut dans notre histoire, mais c'est encore 10 points de moins que l'Allemagne, par exemple. C'est cet écart entre le taux d'emploi français et allemand qui explique que l'Allemagne a beaucoup plus de marge de manœuvre budgétaire. Il faut trouver de l'argent, donc. Il faut trouver de l'argent, mais il faut aussi créer des richesses. C'est ça que je veux dire. Super profits ou pas ? Taxe sur les super profits ou pas ? Moi, parce que c'est un débat qui a été engagé. Il ne faut rien. De toute façon, on aura de nouveau ce débat dans le cadre des discussions budgétaires. Moi, je pense qu'il faut rien exclure, mais je considère que en réalité, ce qu'on peut trouver comme ressources en taxant plus est en réalité assez faible, parce que quand vous taxez plus, en règle générale, eh bien vous avez une assiette de taxation qui se réduit. On l'a bien vu sur l'impôt sur les sociétés. Quand on a réduit de 33 à 25% l'impôt sur les sociétés, eh ben les recettes d'impôt sur les sociétés ont augmenté, parce que précisément l'assiette s'est accrue. C'est l'inverse quand vous augmentez les impôts. À la fin, vous pouvez paradoxalement avoir moins de rentrée fiscale. La comparaison est
incertaine, parce que là, on parle de très 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 riches. Hein, donc, ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux, c'est pas tout à fait pareil. Oui, quelle est votre position? Mais nous, en fait, au Rassemblement national, tout d'abord, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on ne comprend pas, comme les Français, où va l'argent. On est les champions du monde des prélèvements sociaux et des prélèvements fiscaux, et à côté de cela, on a un pays qui est endetté. Si je prends les chiffres que vous avez cités, donc la dette a dépassé les 3 000 milliards d'euros, le déficit commercial en 2023, c'est 164 milliards, et il y a 55 000 entreprises en faillite en 2023. Donc vous dites que vous créez des emplois, mais en fait, vous remplacez... C'est la tendance habituelle. Vous remplacez des emplois productifs par des emplois Uber, où demain, vous avez des personnes qui s'inscrivent à une société et qui travaillent une heure ou deux par semaine et qui travaillent. Comment faire? Les finances publiques, en fait... Pour redresser les finances publiques. Quelles sont vos solutions? On propose de nombreuses solutions. Tout d'abord, il y a un sujet qui est fort en France, c'est l'immigration. Ce premier sujet, ça peut rapporter très rapidement beaucoup d'argent. Chaque année, chaque année, rentre 500 000 personnes par an sur notre territoire. Il faut les loger, il faut les nourrir, on leur offre l'école, on leur offre la sécurité sociale. Pardon? Certaines travaillent. Oui, certaines travaillent, bien sûr. Heureusement quand même, monsieur Bourdin. Mais ça nous coûte quand même cher. Non, on l'a estimé dans le programme présidentiel de Marine Le Pen à 16 milliards d'euros. Ensuite, évidemment, il y a une partie de la contribution à l'Union européenne qui pourra d'ailleurs être un débat. On donne plus d'argent qu'on en reçoit. Ah donc vous voulez sortir de l'Union européenne? Non. Si vous payez plus votre contribution, vous sortez de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de ne pas payer la contribution, il s'agit de ne pas payer la partie qu'on donne en plus. Non, c'est faux, monsieur Farage. Il s'agit de ne pas payer ce qu'on donne en plus à l'Union européenne. Ça représente entre 5 et 10 milliards en fonction des années. Ensuite, il y a toujours un sujet sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale, où monsieur Attal avait fait des grandes annonces quand il était ministre des Comptes publics, mais c'est monsieur Grande Annonce qui finit jamais ce qu'il propose. Ensuite, il y a tout un travail sur le millefeuille administratif français, avec les agences d'État, avec les grandes régions qui, moi je suis élu dans le Grand Est aussi, qui devaient rapporter de l'argent qui finalement coûte plus cher que prévu. Et il y a un sujet aussi sur la dépense publique, notamment vis-à-vis des cabinets privés. On avait vu quand même, lors des travaux parlementaires, que vous aviez mis des millions d'euros d'argent public dans des cabinets privés, alors même qu'on est censé avoir des hauts fonctionnaires très compétents en France. Ou pas, au RN. En fait, on taxe les super profits uniquement s'ils sont illégitimes, notamment ceux du Covid. Je vous prends un exemple. Pendant la première vague du Covid, s'ils sont illégitimes, les super profits. On n'est plus sur le Covid. Là, aujourd'hui, je voudrais savoir si les dividendes... Quand il y en a qui spéculent... Dividendes records l'année dernière, est-ce que vous taxez ou pas? On taxe les super profits seulement s'ils sont illégitimes. Quand il y en a qui spéculent sur l'inflation, on les tire. Mais si. Non mais parce que le terme... Les profits du CAC 40 sont illégitimes ou pas? Est-ce qu'ils sont illégitimes ou pas? Je vous pose la question. Moi, je pense qu'il faut avant tout définir le terme super profit en France, dans notre pays. Parce que c'est quoi un super profit? Si c'est un chef d'entreprise qui a une entreprise qui est performante et qui fait des profits, il ne faut pas les taxer. Les super profits, les dividendes... On ne va pas taxer l'économie. On est déjà les champions du monde des taxes en France. Donc vous dites non? Non, mais on va taxer les super profits seulement. On va taxer les super profits seulement s'ils sont illégitimes. Moi, ce que je dis, c'est une chose assez simple. D'abord, c'est très difficile de définir ce qu'est un super profit légitime, pas légitime. Très sincèrement, c'est très compliqué. Maintenant, je veux dire quand même une chose. Vous nous avez égrené un certain nombre de mesures d'économie que vous pourriez faire. Que vous n'avez pas faites. Je les prends. Bien sûr qu'on les a faites. Sur la fraude fiscale, les rentrées fiscales se sont accrues de l'ordre de 2 milliards d'euros grâce aux contrôles fiscaux depuis 5 ans. Oui, non, mais attendez, faut pas dire que les choses ne sont pas faites. C'est pas très respectueux, notamment vis-à-vis des personnels des impôts qui travaillent beaucoup. Ensuite, sur l'immigration, ça a été dit par Jean-Jacques Bourdin, l'immigration, ce sont des recettes, ce sont des dépenses. Il est vrai, et la Cour des comptes l'a montré, non, pas 16, 9, et c'est ce qui a été établi par la Cour des comptes. Ça veut dire que si vous passez à une immigration zéro, peut-être que c'est ça votre projet, un petit peu comme ce que veut faire votre allié allemand, l'AfD, une immigration zéro, vous feriez au maximum 9 milliards d'euros d'économies, mais en réalité, ça n'est pas réaliste. Moi, je veux signaler une chose. Vous vous rendez pas compte les économies à long terme sur l'immigration en termes de dépenses, parce que là, vous me parlez des recettes supplémentaires. Le problème de Marine Le Pen en termes de dépenses, il a été chiffré par des organismes indépendants en 2022, c'est 100 milliards d'euros. Indépendants, pas vraiment. Ah bon, l'Institut Montaigne, écoutez, c'est indépendant. C'est 100 milliards d'euros par an de plus. Donc il y a une différence qui est tellement vertigineuse entre ce que vous proposez comme recette et ce que vous proposez comme dépense. Moi, quand je vous écoute, j'ai pas le recevoir de vous sur la gestion saine des finances publiques quand je vois votre bilan. Parce que quand je vous écoute, j'ai pas l'impression que vous êtes au pouvoir depuis 7 ans. J'ai pas l'impression que vous gérez les finances publiques depuis 7 ans. À la base, vous vous disiez, vous étiez les Mozart. À la base, vous étiez, selon vous, vous étiez les Mozart de la finance. En fait, vous êtes les Tartuffes de l'économie, en fait, monsieur. Pour l'instant, vous êtes en train de ruiner notre pays. Il y a plus de 3 000 milliards d'euros de dettes sur votre dos. 800 milliards de dettes depuis que vous êtes au pouvoir. De la part du Rassemblement national sur la question des finances publiques. Lisez la presse, lisez des journaux. Messieurs, c'est toujours la faute du RN. Messieurs,
Valérie Expert et Gilles Gansman vont vous succéder juste après les infos. Merci d'être venus nous voir. Ils vont vous succéder et recevoir le journaliste Hervé Pochon puis le réalisateur Jean-Gabriel Guillet. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous deux. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.